Pas toujours simple de relancer la machine et s'inventer une nouvelle vie. Dans la zone de Montières, le temps s'est arrêté en 2012 pour l'usine Cosra. Pendant un siècle et demi, les 600 employés de la filature ont participé à la renommée de la ville grâce au velours d'Amiens, et puis plus rien. En 2019, un promoteur provoque l'étincelle. Son projet, transformer l'usine en véritable quartier. 400 logements et 6000 m² de locaux commerciaux devraient voir le jour dans ces monuments historiques. Là où il y a un réel enjeu, c'est qu'on a des monuments qui sont classés, qu'il faut conserver. Il faut bien comprendre à la fois le patrimoine et ne pas rester non plus tourné sur l'histoire et vraiment créer quelque chose. On a l'ambition de créer une vraie destination qui pourra attirer les Amiénois dans le sens activité, mais aussi pour venir y vivre. 10 ans de travaux et un budget de 80 millions d'euros sont à prévoir. Mais rien d'insurmontable pour Claire Vatrin. Sa société est à l'initiative de la réhabilitation de la friche des Trois Suisses à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Moi, ce que j'aime avoir quand je viens ici, c'est imaginer des vélos qui vont passer dans cette allée des 500, des gens qui vont sortir des commerces sur les côtés, des enfants qui vont jouer parce qu'on aura peut-être des plaines de jeux. C'est plus dans ce sens-là que j'imagine le site futur. Aux 2 entreprises textiles et à l'association déjà installée sont venus s'ajouter les 2 premiers locataires de Claire. Élodie a installé son atelier de maître tapissier dans un baraquement de début 1900. Elle ne cache pas sa joie de voir la vie reprendre ici. Quand j'ai vu l'appel à projet pour ce site, je me suis dit, faut que j'y aille, quoi, forcément. Je fais un métier qui est lié à l'histoire, au patrimoine, donc être dans un lieu qui s'accorde à merveille comme ça avec mon activité, je peux être que fière, puis être fière de faire partie de cette histoire. En face, Pauline, Vincent et Nicolas viennent de lancer leur brasserie dans un autre bâtiment rénové du site. J'avoue que c'était un coup de foudre en fait. On est arrivé, on s'est dit mais oui c'est là. C'est un bâtiment qui est protégé, qui était un ancien hôpital de guerre américain, classé bâtiment de France avec toutes les, on va dire, les contraintes, tout ce qui l'accompagne. Donc on a mis beaucoup de temps à s'installer. On est vraiment super content parce que c'est un lieu unique aujourd'hui. Et on peut être fier, je pense, de l'aménagement qu'on a fait. Ça fait plaisir de revoir des anciens, ce qu'on appelle les anciens Cosra, les anciennes personnes qui ont travaillé là, qui sont contents de voir un petit peu ce qu'on a fait du lieu et qui, eux, pour le coup, l'ont connu vivant. Les friches industrielles de l'histoire ancienne, pas toujours. Babacar est un ancien de l'usine automobile Chausson de Montataire dans l'Oise. 25 ans après la fermeture, il lui arrive encore de se promener dans le site. Là, on passait par là pour aller au bureau du personnel ici. Les bâtiments sont toujours en activité. Et là, nous sommes en face de la tôlerie. Le grand bâtiment, là, c'était la tôlerie. Pour lui, conserver ce patrimoine industriel de 30 hectares était plus que nécessaire pour la mémoire collective. L'histoire, c'est le récit du temps passé, comme on le dit. Et moi, ça me rappelle un peu. Ma première boîte, c'est ici. Je descends du Sénégal. J'ai travaillé puis un peu, mais je suis rentré ici comme inventoriste. Alors, quand vous faites 20 ans de ménage, 20 ans avec une femme, vous ne l'oublierez jamais, même si les murs resteront toujours, ce qui est dedans est dedans. Mais les gens se souviendront toujours que ce chaussons est là. Et ça, c'est important. Très important. Dès la fermeture de l'usine en 1996, les élus affichent leur volonté de faire revivre ce site. Ils rachètent cette énorme coquille vide, 1 franc symbolique de l'époque, et dépensent 14 millions d'euros pour la remettre aux normes. Si vous voulez avoir une politique de l'habitat, une politique industrielle, il faut maîtriser le foncier. Si vous laissez partir le foncier, excusez-moi, mais le promoteur fait ce qui est le plus rentable pour lui. Et c'est pas tout le temps que ce qui est rentable pour un promoteur, pour un investisseur, est rentable pour la collectivité territoriale et la population. En 1999, Moser est la première entreprise à réinvestir 22 000 m² de bâtiments. Trop à l'étroit en Île-de-France, les dirigeants trouvent ici la place nécessaire pour s'étendre, ainsi que d'autres atouts. Logistiquement, on a un intérêt puisqu'on est à proximité des axes autoroutiers, que ce soit pour aller vers le nord, le sud ou l'ouest, là où sont également une grande majorité de nos clients. Pour cette société spécialisée dans la fabrication et le packaging de fûts métalliques, déménager dans cette ancienne usine restait tout de même un défi. 9 mois de travaux ont été nécessaires pour réadapter les locaux.
Effectivement, c'est un pari sur l'avenir. C'est venir sur un bassin d'emploi qui a été désertifié, mais c'est aussi l'opportunité de reconstruire quelque chose d'un peu différent par rapport aux décennies de la fin du XXe siècle. Alors nous sommes parmi les pionniers finalement à venir nous installer. Alors certes, nous n'avons pas l'équivalent du nombre de personnel qu'il y avait à l'époque, puisque nous sommes arrivés avec 70 personnes. Mais néanmoins, je pense qu'on a attiré également d'autres entreprises. 25 ans plus tard, tous les bâtiments de ce parc d'activités affichent complet. 95 entreprises s'y sont installées et près de 2000 personnes y travaillent, autant que l'effectif de l'usine Chausson en 1990. Certaines friches gardent leur vocation industrielle, mais leur redonner vie dans un tout autre domaine, c'est possible. Étampes-sur-Marne, dans l'Aisne, un hangar de mécanique ferroviaire de 1870 est ainsi devenu bâtiment administratif. Un projet qui tenait à cœur à Jean-Luc Magnier. Je suis un ancien cheminot, petit-fils de cheminot, et puis dans cet ancien dépôt SNCF où ma famille a travaillé, forcément il y avait un côté émotionnel important. Aujourd'hui, l'aiguillage regroupe 110 agents de la communauté d'agglomération et les salariés de différentes institutions économiques. 2 ans de travaux ont été nécessaires pour cette transformation qui conserve l'âme industrielle du lieu. Forcément, on ne peut pas gommer les 150 ans de ce bâtiment avec tout ce que ça a amené, le développement de ma commune. C'est plein d'histoires, c'est chargé de vie, de familles qui sont restées sur cette commune depuis longtemps. Une réhabilitation qui aura coûté 7 millions d'euros, plus cher que la construction d'un nouveau bâtiment. Mais pour Jean-Luc, il va forcément falloir changer nos habitudes. Il y a une loi, c'est la loi ZAN qui est passée, zéro artificialisation nette, qui est passée, qui va contraindre les collectivités et les propriétaires, les privés, à limiter les constructions, de façon à éviter l'imperméabilisation des sols. Et donc il va falloir maintenant apprendre à réhabiliter tout ce qui peut être en friche. Les collectivités publiques, mais aussi les entrepreneurs privés peuvent venir au secours des friches. Nous sommes à Vineuil-Saint-Firmin, près de Chantilly, dans l'Oise. Le chef Sylvain Mbarek et son équipe s'attellent à préparer à manger pour 70 personnes dans un endroit très inspirant. C'est une cuisine aussi qui est en rapport avec le lieu en fait. Donc vous n'allez pas avoir de chichi, c'est pas de la truffe, du caviar, vous allez vraiment avoir des beaux produits accessibles. Il y a des avantages parce que vous êtes dans un lieu qui a une histoire, c'est plutôt agréable, vous savez que vous passez, il y a eu des choses qui sont passées, ici ça a été une ancienne imprimerie, aujourd'hui c'est un restaurant avec un hôtel. Donc c'est plutôt sympa, vous savez que ça a du cachet, il y a quelque chose qui s'est passé et il y a quelques inconvénients sur la disposition des locaux, mais c'est ce qui fait le charme du quotidien. Blanchisserie au XVIe siècle, conserverie alimentaire, usine Sopalin jusqu'en 2002, on ne compte plus les différentes vies de ce site de 17 hectares. Depuis 2018, voilà les bâtiments transformés en complexe hôtelier de luxe de 215 chambres. On a gardé ce côté authentique et épuré, et on a gardé le côté très authentique avec notamment ces fenêtres que vous pouvez voir. Et surtout, nous avons utilisé des matériaux nobles tels que le bois brut ou le marbre. Une requalification de longue haleine qui s'est déroulée sur 15 ans. Coût total du projet, plus de 50 millions d'euros. Il faut avoir les reins solides dans l'hôtellerie, ce que confirme Jean-Claude Lavorel, l'actuel propriétaire des lieux. En réalité, il faut tout casser ce qui existait, il faut refaire des installations électriques et spécifiques pour l'hôtellerie, puisque ça n'a rien à voir avec de l'industrie, bien évidemment. Donc, par conséquent, on est toujours dans des montants qui sont difficilement maîtrisables en plus, parce qu'on ne sait jamais trop où on va. Mais pour ce passionné d'architecture à la tête de 14 complexes hôteliers en France, le jeu en vaut la chandelle. Autant essayer de réhabiliter, de conserver dans la mesure du possible, parce que parfois c'est trop compliqué, mais quand on peut, c'est souhaitable. Et pourquoi ne pas imaginer une scène ou une résidence d'artistes dans une ancienne usine ? Le renouveau des friches est souvent venu de l'initiative du monde culturel, soutenu par les pouvoirs publics. À Château-Thierry, dans l'Aisne, après la fermeture d'une partie de l'usine Belin, la municipalité a souhaité ressusciter le lieu le plus rapidement possible.
La fermeture de l'usine a été très douloureuse dans les années 1990, mais malgré cela, les anciens salariés, les Castelteudoriciens, sont restés extrêmement attachés à leurs années dans l'usine. Et donc il y a cette volonté de ne pas faire table rase du passé, mais plutôt de s'appuyer sur celui-ci pour inventer une nouvelle histoire au site. « 30 ans après les machines à biscuits, musique, danse, exposition, c'est tout un pôle associatif et culturel qui fait désormais vibrer la ville. Un endroit où les empreintes du passé ont toujours leur place. Ce sont des traces des anciennes cuves qui conservaient les matières grasses pour la fabrication des gâteaux. C'est assez émouvant finalement de se les imaginer et d'imaginer comment l'usine était à l'époque en fonctionnement. Le silo propose 600 mètres carrés dédiés à la recherche et à la création artistique. Les expositions temporaires s'y enchaînent toute l'année. C'est un lieu qui, avec un peu de réhabilitation, a des espaces immenses et intéresse les artistes qui peuvent en fait déployer des projets d'envergure, faire des installations démesurées. Et si je devais le définir, c'est ça, c'est des grands espaces pour des grandes œuvres, vraiment. Depuis 10 ans, le silo a pour voisin la Biscuiterie, une scène consacrée aux musiques actuelles. Une trentaine de concerts sont proposés chaque année dans cet espace, où l'acoustique est progressivement peaufinée. C'est tout le contraire d'un accueil de concert, une usine qu'on imagine très, très brillante et avec zéro préoccupation sur l'acoustique, hein, évidemment. Après, c'est aussi l'enjeu, et puis c'est un petit peu la contrepartie d'un chouette espace. Et puis, il y a l'Échangeur, centre de danse contemporaine, avec ses studios de répétition et sa scène, qui peut accueillir des artistes en résidence. Un lieu unique et atypique, selon son directeur. Trop souvent, quel que soit le lieu culturel, on va construire et on bâtit du neuf. Mais penser l'utilisation de ces friches qui sont, comme le nom l'indique, très souvent à l'abandon, on ne regarde pas le potentiel. On ne retrouvera jamais dans un lieu créé, tout neuf, cette force de ces lieux qui ont été des lieux qui sont aujourd'hui des lieux de mémoire ouvrière. Dans les années à venir, l'ancienne usine devra bénéficier de travaux de restauration, dont le montant pourrait se compter en dizaines de millions d'euros. Symbole historique, les friches industrielles s'inscrivent désormais dans l'avenir de l'urbanisme. Résidences, hôtels, centres administratifs, culturels ou sportifs, leur renaissance s'imagine dans de nombreux secteurs. Reste à financer ces restaurations. En France, entre 90 000 et 150 000 hectares de friches attendent leur seconde vie.